Ce matin, puisqu'il paraît qu'il faut que je répète. Donc, le deuxième intervenant ce soir, François Écal, va nous parler des perspectives positives que nous pourrions envisager pour lutter contre cette dette endémique. Et donc, je vais présenter François Écal, que certains peut-être connaissent déjà. Il est né en 1958 à Dakar, au Sénégal, et il est diplômé de l'École centrale des arts et manufactures et diplômé de l'ENA, où il est sorti à la direction de la prévision du Trésor, du ministère des Finances. Il est conseiller maître à la Cour des comptes honoraire et il a occupé différents postes dans la haute administration française, notamment à Bercy, au ministère des Finances. Il est président d'un excellent site, donc je vous recommande d'y aller parce que vous pouvez puiser plein de statistiques, qui s'appelle FIPECO. Et il y a aussi ces analyses, il n'y a pas que de la statistique, il y a des analyses. Donc, je vous le recommande. Vous êtes membre du comité consultatif d'orientation du Conseil de normalisation des comptes publics depuis 2013 et membre du comité d'audit interne des ministères financiers depuis 2020. Vous avez été membre du Haut Conseil des finances publiques, de l'autorité de la statistique publique, président du contrôle du Fonds de service universel des communications électroniques, membre du comité de rédaction de la Revue française d'économie, excellente revue, dont j'ai eu l'occasion de lire quelques pages dans ma carrière professionnelle, et membre du conseil d'administration de l'IHEDN. Parallèlement, vous avez été maître de conférence à l'École centrale de Paris, à l'École nationale des ponts, à l'ESSEC, à l'IEP de Paris, à l'ENA, et vous êtes depuis 2005 chargé d'un cours de politique économique à l'Université de Paris, un magistère d'économie. Vous avez publié quelques ouvrages, donc, dont Maîtriser les finances publiques, pourquoi, comment, aux éditions Economica en 2005, avec une préface d'un grand économiste français qui est Raymond Barre. Vous avez eu le prix Édouard Bonnefou de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, Édouard Bonnefou, il faut le savoir, a été un recordman au Sénat. Oui. Il était sénateur pendant très longtemps. Donc, vous avez publié également L'économie française à l'aube du XXIe siècle, à la revue, enfin, aux éditions Economica 2000, sous le pseudonyme de Thomas Guillaume. Vous étiez caché derrière un pseudo. Vous avez écrit Le que sais-je sur l'économie des services et vous êtes, vous allez publier, je crois, parce qu'il n'est pas encore sorti, donc c'est une première, Mes comptes publics, conception et contrôle des politiques économiques depuis 1980, aux éditions Odile Jacob. Enfin, vous avez contribué dans différentes publications de la Cour des comptes, des rapports, des analyses, etc. Voilà. François Écal, je vous souhaite, je vous transmets. Bonsoir, et merci d'abord de m'avoir invité à m'exprimer ce soir devant vous pour vous parler donc de dette publique. Alors, d'abord, je dois préciser que quand on parle de déficit ou de dette publique au niveau international, pour faire des comparaisons internationales, c'est le déficit, la dette, non seulement de l'État, mais de ce qu'on appelle des administrations publiques en comptabilité nationale. Et ces administrations publiques en comptabilité nationale, c'est l'État, bien sûr, mais c'est aussi les collectivités locales, c'est des organismes de sécurité sociale, et ce sont des centaines d'organismes qui sont contrôlés
soit par l'État, soit par des collectivités locales, et qui sont financées principalement par des impôts ou par des subventions de l'État ou des collectivités locales. Quand il s'agit d'organismes contrôlés par l'État, on les appelle parfois les agences, on en parle beaucoup. Voilà, donc alors, la dette publique, c'est la dette de l'ensemble des administrations publiques, c'est à plus de 80% la dette de l'État. Donc c'est vrai que pour simplifier, on dit souvent la dette de l'État, mais attention, parce que ça concerne aussi les collectivités locales et la sécurité sociale. Alors, le déficit et la dette publique de la France en 2024, on le saura demain matin. C'est dit demain. Donc, en attendant, on peut penser que le déficit public devrait être pas très loin de 6% du produit intérieur brut, le PIB, ça fait pas loin de 180 milliards d'euros, et que la dette publique, elle devrait être alors probablement autour de 113% du produit intérieur brut, donc 3200, 3300, on verra demain matin. Quel montant exact, mais de toute façon, il y a de fortes chances pour que ce déficit public soit le deuxième de l'Union européenne. Il n'y aurait que les Roumains devant nous. Bon, ils ne sont pas très endettés par ailleurs. Et la dette publique, à ce niveau, en pourcentage du produit intérieur brut, c'est très certainement là, la troisième de l'Union européenne. Il n'y a plus que la Grèce et l'Italie devant nous. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu quand même en arrière, alors pas jusqu'au Moyen-Âge, mais un peu moins loin pour essayer de voir un peu d'où nous venons et comment expliquer ce niveau d'endettement, et puis ensuite de voir quels sont les risques pour l'avenir et comment peut-on faire pour éviter ces risques. Alors, comment est-ce que ça s'explique? C'est une histoire très ancienne, hein, comme on l'a vu. Donc, je ne vais pas remonter au Moyen-Âge, mais comme on l'a dit, voilà, je viens de le dire, la dette publique, ça résulte de l'accumulation de déficits. C'est la somme cumulée des déficits depuis la nuit des temps. Si on ne remonte pas dans la nuit des temps, mais simplement on regarde ce qui s'est passé sous la Ve République, on voit que, alors, le solde public, parce que c'était un excédent, en effet, dans les années 60. Donc, le solde public, bien, il se dégrade pendant les périodes de crise ou de fort ralentissement d'activité, ce qui est normal, parce que si l'activité ralentit ou même diminue, quand il y a vraiment une récession, les recettes diminuent, c'est totalement mécanique. En général, on rajoute quelques plans de relance en plus, donc il est normal que le déficit s'accroisse. Mais après, le problème de la France, c'est qu'on revient très difficilement au niveau précédent. Et donc, si vous faites on fait un graphique avec le niveau du déficit en pourcentage du PIB depuis 1960, on voit qu'il est sur une tendance croissante. Il y a des oscillations, hein, il monte, il diminue en fonction de l'activité économique, mais globalement, il est sur une tendance croissante. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est de considérer que les dépenses publiques, elles augmentent quasiment toujours plus vite que le PIB. Ce qui fait que le rapport entre les dépenses publiques et le PIB, qui est on saura encore demain, mais qui devrait être autour de 57% du produit intérieur brut, ce rapport des dépenses publiques au PIB, il augmente dans le temps, là aussi, à nouveau, sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Alors, il a beaucoup augmenté dans les années 60, 70, jusqu'au milieu des années 80. La hausse a été très forte, pour des tas de raisons. Et puis après, ça s'est un peu calmé, la tendance, la pente est moins forte, mais il y a toujours une pente, donc il augmente toujours. Et le problème, c'est que si les dépenses publiques augmentent plus vite que l'activité économique, les recettes publiques, qui sont essentiellement constituées de ce qu'on appelle des prélèvements obligatoires, des impôts et cotisations sociales, les prélèvements obligatoires, eux, à législation inchangée, ils augmentent comme l'activité économique, ils augmentent comme le PIB. Il y a statistiquement, il y a une relation très très forte entre la hausse du produit intérieur brut et la hausse du rendement du produit des prélèvements obligatoires.
Donc, si les dépenses augmentent plus vite, on a un déficit qui en permanence, qui se creuse. Et donc, régulièrement, on augmente les prélèvements obligatoires pour résorber ce déficit. Et tout aussi régulièrement, on s'aperçoit au bout de quelques années que on paye trop d'impôts, ça pose des problèmes de compétitivité des entreprises, donc on les réduit. Et quelques années après, on découvre que le déficit public s'est accru. Donc on les réaugmente. Donc si vous regardez le taux des prélèvements obligatoires, c'est un peu les montagnes russes. Ça monte, ça diminue, ça monte, ça diminue. On vient de terminer une phase de baisse des prélèvements obligatoires. Je suis prêt à parier qu'on rentre dans une phase de hausse. L'histoire continue, elle ne fait que se répéter. Une autre façon de voir ce qui s'est passé, c'est de considérer qu'au moins depuis la moitié des années 90, on a une programmation des finances publiques à moyen terme. Alors, il y a eu des lois de programmation, on l'a dit depuis 2008, mais il y avait déjà eu avant des choses qui ressemblaient à des lois de programmation des finances publiques. On envoie à Bruxelles, on est obligé d'envoyer depuis la création de l'euro, et même avant, on avait été obligé de le faire, des programmes de stabilité, on appelle ça. Donc tout ça, c'est des programmes de finances publiques à moyen terme, à un horizon de 3 ans, 5 ans, 7 ans. Donc, dans ces programmes, systématiquement depuis le milieu des années 90, on a des prévisions de déficit public, alors qui au début revenaient vers zéro, on revenait à l'équilibre. Depuis 4-5 ans, on est moins ambitieux, on se contente de revenir en dessous de 3% du PIB, qui en principe est la limite qui est imposée par le traité de Maastricht. On est moins ambitieux, mais ces programmes, on ne les a jamais respectés, parce qu'ils ont toujours été construits pour afficher une baisse du déficit public pour des raisons politiques, et pour satisfaire, c'est-à-dire pour essayer de rassurer nos créanciers et nos partenaires européens, mais on n'a jamais expliqué quelles mesures il fallait prendre pour y arriver. En particulier, on a toujours eu dans ces programmes un ralentissement des dépenses publiques avec implicitement des économies. J'avais dit quelles seraient ces économies et en pratique, on ne les a jamais faites. Voilà, donc, ce n'est pas nouveau. C'est comme ça depuis déjà au moins une trentaine d'années. Voilà, donc voilà pourquoi nous en sommes dans cette situation aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on risque? Le risque dette publique qui augmente trop, je dirais, est toujours le même. C'est qu'un jour, les créanciers de l'État se mettent à s'inquiéter, à se dire je ne vais pas être remboursé. S'ils commencent à s'inquiéter de ne pas être remboursés, ils font comme un banquier vis-à-vis d'une entreprise, ils commencent à augmenter les taux d'intérêt ou un ménage. Si vous présentez des risques, vous allez payer les taux d'intérêt un peu plus élevés. Les économistes disent qu'ils vont rajouter une prime de risque. Donc, ils vont rajouter une prime de risque, mais s'ils font tout ça en même temps, ça ne fait qu'aggraver le problème. Et donc, on peut se retrouver, certains pays se sont retrouvés à ce moment-là dans un mécanisme dans lequel les taux d'intérêt montent, le déficit monte, la dette monte, les taux d'intérêt augmentent encore à nouveau, etc. Et ça devient totalement incontrôlable. Ça peut se terminer à ce moment-là par un défaut de paiement. Les créanciers arrêtent de prêter. Je dirais, les défauts de paiement des États, il y en a eu. La France en a connu dans le passé. Depuis, je dirais, la Seconde Guerre mondiale, c'est heureusement relativement rare parce que finalement, les États se comportent comme une entreprise par rapport à son banquier. Quand tout d'un coup, il voit qu'elle n'arrivera pas à rembourser ses dettes, il va voir son banquier, il dit j'ai un problème, je risque de ne pas vous rembourser le mois prochain. On discute, vous allez faire des efforts. Vous pouvez peut-être réchauffer ma dette, vous pouvez faire des choses, et puis moi, de mon côté, je vais faire des efforts. Et au niveau international, il y a un médiateur qui est là pour organiser cette discussion et mettre un peu d'huile dans les rouages, qui peut apporter des fonds. C'est le rôle historique du FMI. En Europe, on a créé, après la crise de 2011-2012, il y a une espèce de FMI européen qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité. C'est des accords avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne dans les années 2011-2012. Donc, mais le résultat de ces négociations est toujours douloureux. Les créanciers, ils perdent en général quelques créances, mais l'État concerné, le pays concerné, est en général amené à ce moment-là à prendre des mesures de redressement extrêmement difficiles et douloureuses. Donc, il faut éviter. Voilà, le problème de la dette, c'est d'éviter de se retrouver dans cette situation. Alors, les économistes ont beaucoup travaillé pendant très longtemps, en posant la question, mais quand est-ce que ça arrive?
Est-ce qu'il n'y a pas un niveau d'endettement public au-delà duquel, en effet, il y a un risque tout d'un coup que les marchés, tout d'un coup, ça s'affole, augmente la prime de risque, etc. Donc, il y a eu beaucoup d'études là-dessus. La réponse aujourd'hui, c'est on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est comme une entreprise vis-à-vis de son banquier ou vous-même vis-à-vis de votre banquier. Ça dépend de tas de facteurs et y compris des facteurs qui sont très subjectifs comme la crédibilité de la politique publique. Si vous êtes une entreprise, un chef d'entreprise, vous allez voir votre banquier et que vous arrivez à le convaincre que sous peigne, que vous avez des perspectives de chiffre d'affaires vraiment exceptionnelles, de bénéfices exceptionnels, s'il vous croit, il va continuer à vous prêter. Les États, c'est pareil. Voilà. Et donc, fondamentalement, il y a un problème de crédibilité, de confiance. Ça, c'est difficilement mesuré. Après, il y a des tas d'autres facteurs qui jouent. On a parlé des taux de créance, le taux de détention des créances par des étrangers, il y a la stabilité des institutions, la diversification d'un pays, les dettes des autres pays. Voilà, il y a des tas de facteurs. Et donc, le résultat, c'est qu'on ne sait pas à quel niveau d'endettement on a ce problème. Bon, le Japon a une dette publique, sur l'exemple qui est donné, qui est supérieure à 200% du PIB depuis 15 ans. Le Japon n'a aucun problème pour financer sa dette publique. Voilà, donc la seule chose que les économistes sont capables de dire, c'est qu'il faut arriver, pour maintenir cette confiance, il faut arriver à démontrer, à leur montrer que la dette est sous contrôle. C'est qu'elle n'augmente pas de manière totalement incontrôlée, et ça, ils traduisent ça, parce que ça permet de faire des calculs un peu mathématico-comptables, ils traduisent ça par, il faut être capable de montrer qu'on peut stabiliser la dette en pourcentage du produit intérieur brut. Elle peut augmenter pendant les périodes de crise, de ralentissement d'activité, parce que le déficit lui-même augmente, et donc c'est normal. Mais dans les périodes où ça va mieux, il faut montrer qu'on est capable de la réduire. Et donc, globalement, elle est à peu près stable. Le problème de la France, c'est que si vous prenez cette définition économique de la soutenabilité de la dette publique française, elle n'est pas du tout soutenable. Elle augmente dans les périodes, elle augmente par marche d'escalier depuis 50 ans. Elle augmente pendant les périodes de récession, de ralentissement, parce que le déficit lui-même augmente, donc mécaniquement la dette augmente. Et puis après, quand ça va mieux, on la stabilise, en effet, on ne la réduit pas, et puis à la fois suivante, elle remonte une marche d'escalier. Donc, sur longue période, elle n'est pas du tout stabilisée. On n'arrive pas à la réduire quand ça va bien. Elle augmente, c'est normal, quand ça va mal, mais on ne la réduit pas lorsque ça va mieux. Et pourtant, les marchés financiers, finalement, n'ont pas l'air de beaucoup s'inquiéter. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en fait, le marqueur suivi par tous les marchés financiers, qui est l'indicateur de stress des marchés financiers, c'est l'écart de taux d'intérêt entre les obligations émises à une certaine échéance, 10 ans par la France, l'Italie ou l'Espagne, et des obligations d'un pays de référence qui est l'Allemagne. On considère à tort ou à raison, tout le monde considère comme le pays sans risque. Donc cet écart de taux d'intérêt, aujourd'hui, il a augmenté un peu à la suite de la dissolution, mais sur les 10 dernières années, il était compris entre 30 et 50 points de base. Il oscillait, voilà, 0,3 points de taux d'intérêt, 0,3%, 0,5%. Là, il est plutôt entre 70 et 80. Il est beaucoup moins élevé que ce qu'il a été dans les années 2011-2012. Dans les années 2011-2012, en France, il a atteint cet écart de taux d'intérêt, il a atteint 150 points de base, et à cette époque-là, en Italie, en Espagne, au Portugal, c'était 500 points de base. Donc, on n'est pas du tout aujourd'hui dans une situation de stress financier. Et donc, on emprunte sans problème. Alors, pourquoi? Parce que par rapport à ce que je disais précédemment, il y a quelque chose de nouveau dans le paysage économique des pays de la zone euro, mais aussi de tous les pays de l'OCDE, c'est l'intervention des banques centrales, qui est nouvelle, qui a existé dans le passé, mais qu'on avait un peu oublié, et qui est une intervention qui a recommencé avec la crise financière de 2008-2009, un peu plus tard dans le cas de la BCE que pour les autres banques centrales des pays de l'OCDE, mais de manière tout à fait massive, les banques centrales achètent
des dettes publiques. Donc ça calme les marchés. Parce que finalement, aujourd'hui, dans les 3 300 milliards quelques de dettes publiques de la France, il y en a entre 20 et 25% qui sont détenus par la Banque de France pour le compte de la BCE. La BCE qui donne des instructions, la Banque de France n'est que le délégué de la BCE, c'est elle qui en pratique achète ses obligations. Et pour le compte de la BCE, c'est 20 à 25% de notre dette publique. Donc en fait, quasiment toute la dette publique qu'on a contractée depuis sur les 10 dernières années, enfin en tout cas une très grande partie, bah, finalement, il n'y a pas eu besoin de faire appel au marché, c'est la BCE qui a acheté, qui a contracté nos emprunts, nos obligations. Le problème, c'est que bah, ça, c'est terminé. C'est terminé parce que la mission d'une banque centrale, c'est lutter contre l'inflation, quand même, la première mission. Et donc, bah, comme vous savez, on a eu une petite résurgence de l'inflation en 2022, et donc les banques centrales ont arrêté. Toutes dans l'ensemble du monde ont arrêté ce quantitative easing, comme disent les banquiers centraux ou les économies. On a arrêté. Donc aujourd'hui, que ce soit en France, en zone euro, aux États-Unis ou ailleurs, les États doivent se retourner de nouveau vers les marchés. Donc on retombe sur le problème précédent, sur le problème de confiance, de crédibilité, mais malgré ça, ils ne s'inquiètent quand même pas trop. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont quand même en tête, à mon avis, que la BCE est toujours là. La BCE est toujours là parce que en 2011-2012, quand il y a eu, un gros stress sur les marchés financiers, la BCE, Mario Draghi a prononcé une célèbre phrase disant qu'il interviendrait, la BCE interviendrait whatever it takes, quoi qu'il en coûte. En pratique, ça veut dire que la BCE a juridiquement la possibilité d'acheter des obligations émises par un État de la zone euro en quantité illimitée. C'est une espèce de bombe atomique pour les marchés financiers. Si elle achète en quantité illimitée, il n'y a aucun problème de remboursement. Et donc, ce programme n'a jamais été mis en œuvre. Il a suffi qu'il existe pour calmer les marchés. Simple existence. Je le ferai. Si jamais il y a un problème, je le ferai. Alors, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que la BCE ne peut pas faire ça de manière automatique. Elle ne peut faire ça que si le pays en question, je dirais, a une dette publique soutenable au sens habituel des économistes. Respecte les règles budgétaires européennes aussi. Bon. Mais surtout, a une dette publique soutenable, c'est-à-dire en fait, est capable de montrer à la BCE qu'il peut stabiliser sa dette en pourcentage du PIB, qu'elle n'est pas en train de monter de manière totalement incontrôlée. Et donc, on en revient finalement là aujourd'hui. Si un pays en question ne le fait pas, normalement, la BCE ne devrait pas intervenir. Où elle devrait intervenir, mais à condition que le pays en question fasse ce que les Grecs, les Espagnols, les Portugais ont été obligés de faire en 2011-2012, c'est-à-dire un programme d'austérité au regard duquel tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est rien. Voilà. Toutes les mesures de redressement qu'on évoque aujourd'hui, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui nous attendrait à ce moment-là. Voilà. Donc, il faut arriver à stabiliser, la dette, au moins pour ne pas avoir à dépendre d'une décision qui sera prise à Francfort. C'est au moins une question de souveraineté, déjà. Parce que même si la BCE intervient, certains vous diront de toute façon, la France est, comme disent aussi les banquiers, too big to fail. De toute façon, la BCE sera toujours là, parce qu'on ne peut pas imaginer un défaut de paiement d'un pays comme la France. C'est inimaginable. Ça serait l'explosion de la zone euro, l'explosion de l'Union européenne, ça serait vraiment le cataclysme. Mais de toute façon, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on risque de dépendre d'une décision qui ne sera pas la nôtre. Voilà. Donc, je plaide pour arriver à stabiliser la dette publique. Le problème, c'est comment on fait. Comment on fait? Parce que c'est très, très compliqué. Alors, l'évolution de la dette publique, pour arriver à stabiliser la dette publique, il faut faire des hypothèses. Il y a deux paramètres économiquement, c'est arithmético-comptable. Il y a deux paramètres essentiels. C'est le taux d'intérêt de la dette et le taux de croissance de l'activité économique. Deux hypothèses essentielles. J'ai publié en décembre dans Le Point une tribune avec Olivier Blanchard, qui est l'ancien économiste en chef du FMI, qui est un grand spécialiste international sur ces questions de taux d'intérêt des États, de taux de croissance, etc. Bon, il a pris des hypothèses, moi j'ai suivi,
Son hypothèse, c'est qu'il y a plein de débats. Tous les débats sur la politique budgétaire, beaucoup tournent autour de ça. Quelle va être l'évolution des taux d'intérêt dans le futur? Quelle va être l'évolution du taux de croissance? On a retenu comme hypothèse que globalement, on pouvait considérer que le taux d'intérêt de la dette serait égal au taux de croissance. Je passe, mais tout ceci pour dire qu'il y a beaucoup d'autres gens qui arrivent au même résultat. Tout ceci conduit à dire que pour arriver à stabiliser la dette publique en pourcentage du PIB, même pas en euros, en pourcentage du PIB, alors en euros, on continue à augmenter, ça, personne n'imagine qu'elle diminue en euros. Donc, en pourcentage du PIB, il faut dégager ce qu'on appelle un solde primaire. Le solde primaire, c'est recettes moins dépenses, mais dans les dépenses, il n'y a pas la charge d'intérêt. On met de côté la charge d'intérêt. Donc, il faut arriver à dégager un solde primaire nul, voilà, zéro. Ça va aujourd'hui, donc il sera demain, mais on n'est probablement pas loin d'un déficit primaire d'à peu près 4 points de PIB. 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros. Et donc, le résultat, ce qu'on dit dans notre tribune, ben voilà, c'est très simple. Pour arriver simplement à stabiliser la dette publique, en reprendre le contrôle, c'est un effort de redressement de 4 points de PIB, 120 milliards. Et on ajoutait à l'époque, si on pense qu'il va falloir quand même ajouter quelques dépenses supplémentaires pour la transition climatique et pour la défense, on y pensait déjà à l'époque, on avait dit, bon, on peut mettre 150 milliards, 30 milliards de plus, 150 milliards, donc soit par des économies sur les autres dépenses, soit par des augmentations d'impôts. Aujourd'hui, compte tenu du contexte international, etc., je pense qu'on peut rajouter encore 30 milliards. Donc, ça veut dire 180 milliards d'efforts, soit d'économies sur les dépenses non environnementales, non militaires, soit de hausse d'impôts. C'est colossal. Aujourd'hui, ce dont on parle dans la loi de finances 2025, de ce qui est prévu donc par aujourd'hui par le gouvernement Bayrou pour 2025, c'est un effort inférieur à 30 milliards. Alors, je ne dis pas que les 120 ou 150 ou 180 milliards, il fallait les faire sur un an, hein, c'est à faire sur plusieurs années, bien sûr. Mais pour avoir, voilà, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est 30 milliards, quasiment entièrement par des hausses d'impôts, et dont un tiers de ces hausses d'impôts est présenté comme temporaire. La principale hausse d'impôts, c'est la majoration de taux d'impôt sur les sociétés. Elle est présentée comme étant temporaire. Voilà. Si c'est vraiment temporaire, ça veut dire qu'il va retrouver 10 milliards autrement l'année prochaine. Donc, on en est très loin. Il ne s'agit pas de faire ça, évidemment, sur un an. Il faut faire ça. Les règles budgétaires européennes nous conduiraient, si on voulait les respecter, nous conduiraient à peu près au même effort, au même ordre de grandeur sur 7 ans. 7 ans, même si c'est 140 milliards sur 7 ans, ça veut dire 20 milliards par an, c'est quand même énorme. C'est énorme. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? La meilleure solution, bien sûr, pour réduire le déficit, redresser les comptes publics, c'est toujours d'avoir plus de croissance. Ah, c'est merveilleux. C'est la solution idéale. Plus de recettes, moins de dépenses, c'est parfait. Sauf que les économistes ont plein d'idées sur les moyens de doper la croissance. En général, elles sont assez contradictoires. Ils n'ont pas tous les mêmes. C'est pas très cohérent. Et puis surtout, si on regarde le passé, on voit qu'en France, mais dans beaucoup d'autres pays aussi, la croissance elle a plutôt tendance à diminuer tendanciellement. On n'était pas pendant les 30 glorieuses, évidemment beaucoup plus fort, mais après, on a eu une diminution progressive du taux de croissance. Alors, il y a beaucoup de débats entre les économistes sur l'avenir, sur la prospective. Est-ce qu'on n'est pas devant, il y en a qui vont vous dire, ça va continuer, on est face à un déclin tendanciel du taux de croissance, puis d'autres qui vont vous dire, ah oui, mais l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, tout ça, etc., ça nous promet plein de croissance dans les années à venir, des gains de productivité gigantesques. Bon, je pense qu'il faut être assez prudent. Le passé nous montre qu'il ne faut pas tabler. Tous les gouvernements aussi, une des raisons pour lesquelles les programmes de finances publiques n'ont jamais été respectés, c'est que tous les gouvernements ont tablé sur une croissance plus forte parce qu'ils avaient évidemment la baguette magique qui permettait de doper la croissance. Donc, ils ont tous tablé là-dessus. Je pense qu'il faut être prudent et ne pas trop le faire. Bon. Maintenant, il y a des mesures. Alors, j'en parle parce que c'est une mesure qui est un sujet d'actualité aujourd'hui. Il y a des mesures qui permettent d'augmenter la croissance à long terme et en même temps de réduire les dépenses, etc. C'est des mesures qui conduisent à augmenter la population active. C'est un moyen très simple.
Ce qui est aujourd'hui, d'augmenter la population active, c'est de faire partir les gens plus tard en retraite. Si vous faites partir les gens plus tard en retraite, vous augmentez la population active. Ça ne se traduit pas forcément immédiatement par des emplois supplémentaires. Ça peut avoir des effets sur le chômage à court terme, mais à moyen long terme, toutes les expériences montrent que ça se traduit par plus d'emplois. Donc plus d'activités économiques et donc plus de recettes, non seulement pour les régimes de retraite, mais aussi pour l'État, les collectivités locales, toutes les administrations publiques. Et ça fait aussi moins de dépenses puisqu'il y a moins de retraités. Donc des mesures de ce genre permettent d'avoir, je pense que ce sont parmi les plus pertinentes, parce qu'elles permettent justement d'avoir normalement, à moyen long terme, plus de croissance, mais aussi moins de dépenses, plus de recettes, donc c'est très bien. Après, ça devient moins évident. Parce que pour arriver à trouver 150 ou 180 milliards d'économies, l'idéal, le choix, c'est entre hausse des prélèvements obligatoires et économie sur les dépenses. Hausse des prélèvements obligatoires, il faut avoir en tête qu'on est déjà le numéro 1 dans l'OCDE pour ce qu'on appelle le taux des prélèvements obligatoires, le rapport du produit de ces prélèvements, impôts et cotisations, au PIB, produit intérieur brut. On est déjà le numéro 1. Si on les décompose suivant par nature, par type d'impôt, etc., on voit qu'on n'est pas toujours les numéros 1, mais on est souvent sur le podium ou au pied du podium. Donc, ce n'est pas évident. Il n'est notamment pas du tout évident, et à mon avis, il serait contre-productif d'augmenter les prélèvements sur les entreprises, parce que, on en a parlé aussi, on a un problème structurel de compétitivité, on a un déficit de nos échanges extérieurs chronique depuis déjà quasiment une vingtaine d'années. Et donc, ça ne serait pas une très bonne idée que d'augmenter les prélèvements sur les entreprises, même les plus grandes. Reste les ménages. Je pense qu'on ne pourra pas éviter une hausse des prélèvements obligatoires sur les ménages. Après, on peut discuter des riches et moins riches, des CAUD1, CSG, TVA, l'impôt à gros rendement. Parce que quand on se tourne vers les dépenses publiques, sans entrer dans le détail, mais simplement pour vous montrer un peu quelques ordres de grandeur. Voilà. Si on veut faire même 100 milliards d'euros d'économies sur les dépenses, on ne peut les faire que sur les gros postes de dépenses. On ne va pas faire ça, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, on ne va pas faire ça uniquement sur le train de vie de l'Élysée, du Sénat, etc. Ça, au total, c'est 1 milliard d'euros sur 1600. Donc, c'est rien, c'est symbolique, très important d'un point de vue symbolique, mais en termes financiers, l'enjeu est nul. Donc, si vous regardez les grosses dépenses, le quart des dépenses publiques, c'est les retraites. Voilà. Donc, les retraites, quand on parle de réforme, la réforme de 2023, d'augmenter l'âge de départ à la retraite, ça, c'est pour les futurs retraités. Je suis désolé de vous le dire, mais il reste les retraités actuels. Voilà. C'est le quart des dépenses publiques. Vous voyez quel genre de mesure on peut prendre. Bon. Le 20% des dépenses publiques, c'est l'assurance maladie. C'est la santé. Pas facile, non plus. Un autre 20% des dépenses publiques, c'est les collectivités locales. Là, le problème, je dirais, c'est que les collectivités locales, elles sont autonomes. Elles dépensent ce qu'elles veulent. Elles recrutent qui elles veulent, etc. Le seul instrument dont l'État dispose, c'est les ressources qu'il leur apporte. Les dotations ou les impôts qu'il leur affecte. On peut les réduire. Quelqu'un l'a fait il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, c'était Hollande. Il a réduit, c'est la principale économie qu'il y a eu pendant son quinquennat. Il a réduit de 12 milliards d'euros les dotations d'État aux collectivités locales. Il y a eu des effets sur les dépenses locales. Quand je dis ça, les élus locaux sautent en l'air, hein, bien sûr. Bien sûr. Et enfin, la masse salariale de l'État et de ses agences, c'est 7%, 8% du total des dépenses. Donc oui, là aussi, il y a des économies à faire. Mais attention, ne faisons pas d'illusions. On ne peut pas jouer uniquement là-dessus. En fait, il va falloir, si on veut réussir à faire ce paquet d'économies, il va falloir jouer sur tous les postes. Sinon, après, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne le fera pas. Dans le contexte politique et social actuel, il est évident qu'on ne fera quasiment rien. Même s'il y a des élections de dissolution, je pense qu'il y a un consensus, il y a un relatif consensus en France
sur l'idée qu'on a un problème de dette publique, de déficit public, mais il n'y a aucun consensus sur les solutions. Voilà. Donc, voilà, il y a des solutions magiques. Hein. On va faire payer les riches, les multinationales, ou de l'autre côté, on va. La fraude, bon, il faut faire des choses sur la fraude, ce n'est pas la baguette magique, ça ne suffira pas. Non, mais je connais ces chiffres. Non, il ne faut pas, c'est comme la fraude fiscale, c'est pas, là aussi, c'est pas la baguette magique. Donc, on évitera, on ne le fera pas parce que c'est trop difficile, et donc, on va continuer à s'endetter. Je pense, moi, je fais un petit calcul très simple. Si on garde notre déficit primaire au niveau actuel, c'est-à-dire qu'au moins on arrive à faire des économies pour compenser la hausse des dépenses militaires, au moins on fait ça, mais on garde le même déficit primaire. On a une dette publique qui est à 135% du PIB en 2030 et va dépasser les 200% du PIB avant 2050. Donc on est sur une trajectoire explosive. On sera mort. Bon, pour l'instant, je ne dis pas comme la Cour des comptes qu'on est au pied du mur, parce que je ne sais pas où est le mur. Je ne sais pas à quelle distance il est. Donc elle a tort, je pense qu'elle a tort de dire on est au pied du mur, parce que quand on dit tout le temps on est au pied du mur et que le mur n'arrive pas, non, ça finit par plus être crédible. C'est vrai. Mais il y a un mur devant et on va devant. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est vraiment. On va parler. Il n'y a pas de consensus. Quelles sont les mesures qui ont été prises par les institutions